Alors donc bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Au nom du groupe nouvellement formé Réagir au sein de la SRLF, on a fait une sélection de quelques questions à vous poser concernant cette thématique. La première question est la suivante. Donc, quelles seront les conséquences pour la réanimation d'un monde à plus 4 degrés? Alors, les conséquences pour la réanimation d'un monde à plus 4 degrés, déjà, il faut savoir si on parle de plus 4 degrés en France ou si on parle de plus 4 degrés dans le monde, parce qu'il y a un petit facteur d'amplification entre le réchauffement mondial et le réchauffement français. Tout simplement, les continents vont se réchauffer plus vite que les océans et les latitudes ne vont pas se réchauffer toutes à la même vitesse. Donc voilà, donc en gros, 4 degrés en France et 3 degrés dans le monde et inversement. Dans un panorama un peu large, un réchauffement à quelques degrés, c'est probablement un monde dans lequel les chaînes d'approvisionnement ont toutes sauté. Il y a des régimes dictatoriaux en quantité croissante. L'ouverture internationale des frontières a largement disparu. C'est un monde dans lequel se nourrir devient un problème dans un certain nombre d'endroits. C'est un monde où une large partie des écosystèmes actuels ont disparu. Donc je pense que les moyens budgétaires de la réanimation dans ce genre de monde, ça devient un problème, je ne vais pas dire secondaire, mais c'est très très difficile. On ne peut pas isoler la réponse à la question sur les moyens dont disposeront les réanimateurs à ce moment-là de la description plus large de la société dans ce monde-là. Et ça sera un monde malheureusement plus proche de Mad Max que du monde qu'on connaît aujourd'hui. Donc je ne sais pas trop ce qu'il restera comme capacité à s'occuper des gens qui ont eu un infarctus à 75 ans. Bonjour. Donc la deuxième question qu'on avait sollicitée, c'était donc la réanimation, comme vous l'avez très bien expliqué et comme on le sait tous, c'est un système énergivore. Et donc à quelles conséquences on peut s'attendre de la transition énergétique? C'est-à-dire comment on va faire tout ça? Quand on regarde la façon dont le monde moderne est organisé, en fait, il est dépendant de l'énergie, c'est-à-dire des machines, pour à peu près toutes les activités modernes que nous avons. Le simple fait de s'habiller, par exemple, ce qui ce matin, même si j'étais mal réveillé, m'a pris quelques minutes, en fait fait appel à un parc de machines absolument considérable entre l'extraction du pétrole pour faire les fibres synthétiques, la culture du coton ou du lin pour faire des fibres végétales, l'assemblage, le tissage, la teinture, le transport, le découpage, etc., l'emballage, tout ça c'est des machines. Et on ne se rend pas compte à quel point notre activité aujourd'hui dépend de ce genre de choses. La sobriété énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de machines qui travaillent pour nous va baisser. Donc ça va induire dans l'appareil de soins un certain nombre de conséquences, et donc dans la réanimation en particulier. Et ces conséquences vont être de deux ordres. Il y a une première catégorie qui est arriver à faire à peu près pareil, voire faire mieux, avec moins de moyens. Ça, c'est éventuellement possible. Je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, les conditionnements des médicaments font qu'on en jette une partie quand on les prescrit. Alors, probablement moins à l'hôpital que chez les particuliers. Ça, on peut ranger ça tout bêtement dans la catégorie du gaspillage. Si on a moins d'énergie pour fabriquer des médicaments, il suffit de fabriquer ceux qu'on va juste manger, ou juste ingérer, enfin juste utiliser. Et à ce moment, on a résolu le problème. Et puis, il y a un deuxième sujet qui, lui, va être beaucoup plus difficile à gérer, qui va être d'arbitrer les risques, c'est-à-dire qu'il y a des cas de figure dans lesquels on ne pourra plus faire, et il va falloir décider de ce qu'on ne fait plus, en minimisant les inconvénients liés au fait de ne pas faire. Et ça demande des organisations à plus large. Alors, je vais prendre ça demande des organisations à plus large échelle. Je vais prendre un exemple. Dans les gens qui sont réanimés, il y a des gens qui ont eu des accidents cérébraux. Dans les accidents cérébraux, il y a des facteurs de risque, comme par exemple le tabac. On peut très bien imaginer qu'on s'organise de telle sorte que les gens fument moins. Et à ce moment, on a besoin de moins de monde pour réanimer les gens qui ont eu un AVC parce qu'ils ont trop fumé. Ce n'est pas exactement quelque chose qui peut... Pardon, je reprends. C'est une forme de réponse qui ne se limite pas au métier des réanimateurs. À ce moment, c'est une forme de réponse qui est plus large. Alors évidemment, les réanimateurs peuvent considérer que ça ne fait pas leur affaire parce qu'on a un tout petit peu moins besoin de leur service puisqu'on a moins de gens à réanimer. Mais par contre, c'est une organisation qui permet, avec moins d'énergie, donc moins de moyens de réanimation, de globalement quand même conserver une espérance de vie identique parce que tout simplement, le problème à la racine, on le diminue un peu. Voilà. Et on va devoir se poser ce genre de questions de plus en plus fréquemment, j'ai envie de dire. L'appareil de soins que nous avons constitué aujourd'hui, qui dépend très fortement de l'énergie, ne perdurera pas, malheureusement, dans un monde très sobre en énergie. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on réorganise cet appareil de telle sorte que ça n'empêche pas les gens de vivre heureux et en raisonnablement bonne santé.
on comprend bien que la durabilité est un concept qui semble être indissociable de l'innovation, en tout cas qu'on va avoir besoin d'innover. Et donc ma question est la suivante, comment la transition énergétique et les enjeux climatiques devraient influencer en fait, cette innovation justement dans notre domaine? L'innovation, historiquement, ça a souvent été une réponse à une contrainte. On a beaucoup innové, malheureusement pour nous, en période de conflit. Là, je parle le radar au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'énergie atomique, enfin bref. Donc, l'innovation, c'est souvent quelque chose qu'on fait quand on est obligé, j'ai envie de dire, de résoudre un problème qu'on n'avait pas avant. Donc l'innovation, on va la voir face à la transition énergétique qui est la réponse à une contrainte, qui est qu'on ne peut pas utiliser autant d'énergie fossile qu'avant, et quand bien même on le voudrait, on ne pourra pas pour des raisons géologiques. Il va y en avoir de l'innovation. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on la cadre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye, par exemple, d'innover pour traiter de mieux en mieux des pathologies pour les gens qui auront toujours les moyens d'aller à l'hôpital ? Ou est-ce qu'on essaye d'innover pour empêcher les gens d'aller à l'hôpital, dans un hôpital qui lui-même a un peu moins de moyens, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a un peu mieux traité le problème à la racine. Voilà deux types d'innovation qui ne s'appliquent pas du tout au même endroit. Dans le premier cas de figure, j'ai une innovation essentiellement technique où j'essaye d'améliorer techniquement, je ne sais pas moi, les artères artificielles, la façon dont je fais des gestes chirurgicaux, les robots, etc. Dans le deuxième cas de figure, l'innovation s'applique à quel est le discours entendable par les adolescents pour pas qu'ils se mettent à fumer. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même registre, mais dans les deux cas de figure, on a affaire à de l'innovation. Si on veut que la société innove dans le sens d'une compatibilité avec une sobriété croissante, à ce moment, il faut le décider en tant que tel. Et il faut donner un cahier des charges à tous les acteurs en leur disant voilà, le cadre général dans lequel on va se trouver, c'est ça. Et essayer de vous creuser la cervelle pour trouver le moyen d'être le plus heureux possible ou le moins gêné aux entournures possibles dans ce cadre-là. De l'innovation, il y en aura de toute façon, encore une fois, parce que ça a toujours été historiquement, bêtement, j'ai envie de dire, une composante de la réponse à une contrainte. Justement, en réponse à cette innovation, finalement, les deux types d'innovation, elles doivent être faites en même temps. Parce que l'innovation, à savoir sur plutôt préconiser la prévention, donc que les jeunes fument moins ou quoi que ce soit, c'est une prise en charge qui est beaucoup plus globale et qui nous dépasse, nous, en tant que réanimateurs. Alors que de l'autre côté, l'innovation, alors c'est pas forcément pour soigner que les gens qui peuvent aller à l'hôpital, mais de toute façon, il faut aussi qu'on innove à ce moment-là. Et par exemple, pour les circuits de dialyse, essayer de trouver un autre moyen d'économiser l'eau, parce que l'eau, on n'en a pas parlé, mais on est aussi très consommateur d'eau. Donc ce côté-là est quelque chose qui est finalement concrètement plus accessible pour nous. On a plus la main sur ce genre d'innovation que sur la prévention qu'on fait de toute façon, mais qui est quelque chose de plus gouvernemental, qui est plus global. Alors, et juste une dernière chose, c'est que l'autre chose sur laquelle on peut justement nous aussi un peu innover et réfléchir, c'est par exemple sur l'organisation des congrès, de faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de personnes qui y aillent, de repenser en tout cas notre manière d'organiser les congrès annuels, que ce soit en France ou partout dans le monde, quoi. Alors les congrès annuels, c'est pas ce qui va se peser le plus lourd dans l'empreinte carbone du système de soins. L'innovation, en fait, il faut toujours réfléchir dans l'autre sens. Plus exactement, le passage à l'action. En fait, il y a une règle qu'il faut toujours suivre, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît souhaitable dans une évolution globale, il faut se poser la question de savoir avec combien de personnes on a besoin de s'allier et à quel horizon de temps il faut réfléchir pour avoir des résultats. Donc là-dedans, il y a des choses qui ne dépendent que de soi. Donc voilà, ça ne dépend que de... Je prends un exemple bête, qu'un hôpital, à partir du moment où il y a une offre, donc ça dépend quand même un peu des autres, décide d'acheter des camionnettes électriques plutôt que des camionnettes à essence, ça, j'ai envie de dire, c'est une décision qui lui est propre. Il n'y a pas besoin d'attendre Dieu sait quel truc collectif pour s'y mettre. Et puis il y a des tas de cas de figure dans lesquels on ne peut pas faire tout seul. Et à ce moment, on est bien obligé de s'allier avec des gens. Et à ce moment, c'est toujours la question d'un... Comment dire, il y a deux éléments. Il y a le rapport de force et il y a l'envie positive. Malheureusement, dans notre société moderne, c'est quand même souvent du rapport de force. Par exemple, c'est très difficile de peser face à un pharmacien pour lui demander de faire les choses différemment. Si on a, un industriel de la pharmacie, s'il n'y a pas quelque chose pour lui à y gagner, ou plus exactement quelque chose pour lui à y perdre, si jamais il ne le fait pas. Donc, alors là, on ne va pas se livrer à un inventaire à l'après-vert de tout ce que vous pourriez faire de votre côté. La première chose que vous pouvez faire, en fait, c'est y passer du temps. On va pas changer le monde sans que beaucoup de gens y passent beaucoup de temps.
Donc il faut absolument qu'il y ait des groupes de travail qui se mettent au point, qui réfléchissent avec les gens qui vont devoir faire à qu'est-ce qu'il est possible de faire seul et qu'est-ce qu'il est possible de faire en association. Et à ce moment, c'est quoi la condition pour que l'action puisse prendre place? Qu'est-ce qu'on attend des autres pour que l'action globale puisse prendre place? C'est bon? Ensemble, c'est maintenant qu'il faut réagir.